Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur la philosophie, la vie d'aujourd'hui. Et je voulais traiter de deux messages philosophiques, mais qui sont aussi notre vie quotidienne. Alors la première question pour moi, c'était pourquoi on regarde plus les paysages. J'habite dans un endroit merveilleux où en face de chez moi, il y a beaucoup d'arbres, une grande forêt à côté, et c'est magnifique. Les 4 saisons sont superbes. J'aime beaucoup celle de l'été et celle de l'hiver. C'est vraiment un endroit splendide, génial. C'est beau pendant toute l'année. Je trouve que, ça m'émerveille. Moi, ça me ramène une certaine stabilité. Dans la Bible et dans les autres livres, dans les autres livres bibliques, on dit seule la terre demeure. Mais bon, la canicule, les animaux qui disparaissent, surtout la canicule maintenant, tout ça, ça nous fait un changement, une certaine inquiétude. Et aujourd'hui, on peut vivre longtemps, mais autour de nous, la nature disparaît. Et ça nous pose essentiellement des questions pour le futur. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que la Terre va devenir? Il y a quelque chose qui bouge, qui change. On n'est pas au contrôle. Et cela peut entraîner des questionnements intérieurs. On a l'impression que la technologie, le quotidien, la pollution, les messages, les tâches à faire, les informations, ça nous prend tellement de temps qu'on n'a plus le temps d'observer ce qu'il y a autour de nous, surtout les paysages. Et ça nous empêche de regarder la nature. Notre regard est souvent dirigé vers quelque chose qui est immédiat, alors que la nature, c'est quelque chose qui se contemple, qui se regarde. Les oiseaux qu'on entend le matin, même le soir. Alors, tout ce genre de petites choses-là, ça bouscule notre état intérieur, sans le savoir, mais c'est surtout que la nature change et on s'en rend pas compte. Les gens qui partent en vacances, par contre, elles peuvent davantage regarder la nature parce qu'elles se baladent, elles font une promenade, sans but précis. Elles regardent la mer, les façades, les arbres, la lumière, le ciel. Pas la peine de tout le temps d'aller spécifiquement en vacances. On peut aller faire une promenade le dimanche dans la forêt. Ça aussi, ça nous permet de regarder la nature. Et le paysage n'a pas disparu, c'est l'espace mental disponible pour le remarquer qui change. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous regardez le paysage? Est-ce que vous regardez la nature? Voilà, ça c'est un petit moment où je voulais parler de la nature et je trouvais que c'était très important parce que ça fait aussi partie de notre vie et c'est pas mal de le garder en tête. Un autre point que je voulais discuter, c'était comment on définit le fascisme. Est-ce que Elon Musk qui fait le salut nazi ou est-ce que Trump sa deuxième élection, on peut appeler ça le fascisme, qui fait la fascination du pouvoir du fascisme? Est-ce que c'est le chômage, l'inflation, la jeunesse qui est un petit peu perdue avec les réseaux sociaux? Tout ce genre de questions-là, c'est aussi intéressant à discuter parce que moi, je pense personnellement qu'on est arrivé dans une époque, on ne se rend pas compte, mais par exemple, les LGBTQIA+, votent de plus en plus le Rassemblement national. Dans les sondages, ce sont des personnes qui vont voter pour le Rassemblement national. Donc c'est une question à se poser. Qu'est-ce qui fait en fait le fascisme? Pour revenir à Trump, Trump c'est quoi? C'est un tyran. Dans la philosophie de Platon, on retrouve le tyran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un homme qui règne sur un peuple libre. C'est le vote
qui met le tyran au pouvoir. C'est pas des esclaves, c'est pas autre chose, c'est le peuple libre qui met le tyran au pouvoir. Il y a une différence, il y a une confusion complète entre l'appétit et le désir personnel et la fonction du pouvoir. Donc, le parti unique a une idéologie. Le dictateur, souvent, il règne sur une idée de la justice et du bien. Et il y a aussi quelque chose de moralisateur, par exemple Franco en Espagne. Mais le tyran est intransgressif. Donc le tyran, c'est quelqu'un vraiment outrancier, qui n'a pas peur de dire, par exemple, Trump, récemment au G7, quand il dit I'm the boss, en plein milieu de la conférence, alors qu'il y a d'autres chefs d'état-major et membres de gouvernement. Platon dit que le tyran n'est pas le maître de ses propres désirs et il impose son caprice comme un enfant gâté. Il ne sait pas réguler ses propres appétits et désirs, donc il ne peut pas pousser les autres à le faire. Mais il pousse au meurtre. D'après Platon, il y a de la tyrannicide. Trump est souvent la cible d'attentats réguliers. On l'a vu à Washington, on l'a vu dans son débat où il avait saigné de l'oreille, où quelqu'un avait tenté de tirer dessus. Le tyran, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui, on ne sait pas très bien, il ne dirige pas un peuple, mais il se met en avant, moi je, et ça n'attire pas de l'amour, mais ça attire de la haine. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi une société comme la nôtre laisse le tyran être un tyran? Déjà, pour résister, il faut désobéir. Donc, il ne faut pas tomber dans ce plan d'action du tyran. Il faut vraiment essayer de s'en extrader. Il faut protéger les institutions. Les institutions, c'est très important, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé. Il faut vraiment mettre en œuvre toutes ces choses-là parce que, par exemple, si on laisse des personnes comme l'extrême droite venir au pouvoir, ce sont des gens qui vont en profiter pour enlever les fonctionnalités en général. On ne pourra pas lire des livres qu'on voudra lire. Tout ça, il faut le sauver, il faut le préserver. C'est très important. On laisse passer trop de choses. On dit on ne sait jamais quand on fait l'amour la dernière fois. Donc, ça peut toujours être notre dernier jour, ça peut toujours être notre dernier moment. Alors, il faut le faire aujourd'hui, il faut le faire à chaque moment et il faut le combattre tous les jours. C'est ça qui est très, très, très important. Donc voilà, moi, c'était les 2 points que je voulais discuter aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des plus jeunes qui m'entendent, qui ont une vingtaine d'années, qui vont passer le bac, moi, les petites astuces philosophiques que je peux vous donner, c'est est-ce qu'on peut être heureux quand les autres ne le sont pas? Les stoïciens disent qu'il faut se regarder, être content de son petit plat et pas de se soucier de la misère du monde. Mais l'altruisme fait du bien aussi. Penser, aimer et aider les autres, c'est bon et ça aide notre vie aussi. Moi, mon exemple personnel, c'est quand j'ai été faire du bénévolat à Hong Kong quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Et c'est un moment qui est resté pleinement dans ma tête, que je vis encore de temps en temps. Je nettoyais les plages, j'écrivais des pancartes, sauver les animaux. Ça m'a appris à penser à une autre personne que moi. Donc oui, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc oui, on peut évidemment regarder sa personne, faire du sport, aller voir des amis, aller dans des festivals,
faire du shopping, tout ce genre de petites choses, c'est très bien pour soi. Même lire des livres ou regarder des films, aller dîner avec des amis ou voir ses parents. Ce sont des petits plaisirs à nous. Mais l'altruisme, aider les autres, par exemple, quand vous voyez une personne dans la rue, l'aider, c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment pas une mauvaise chose. C'est pas de l'égoïsme. Enfin, si vous pouvez aider même 50 centimes, 20 centimes, c'est déjà quelque chose. Et n'oubliez pas, point très important, n'oubliez pas, un peu de philo, ça stimule, c'est comme le café, ça éveille, on reste actif dans nos vies. Moi, j'ai mon petit matcha frais, parce que c'est un matcha au glaçon que j'aime particulièrement, surtout en été. Et donc voilà, si vous pouvez lire de la philosophie, ou même lire en tant que général, moi de toute façon, lire c'est le plus important. Et je terminerai par dire, et on est en train de m'appeler, oui j'arrive, oui j'arrive. Paul Nisson disait « J'avais 20 ans et je laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » Vous avez toute une vie. Vous avez toute une vie pour vivre. Et il ne faut pas dire que tout s'arrête à 20 ans ou tout commence à 20 ans. C'est le début de votre vie, certainement, mais ce n'est pas la fin de votre vie. Donc voilà, ça c'était ma petite pensée du jour, philosophique. Et on reviendra pour d'autres vidéos. Voilà. Si vous aimez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.